Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle de tonte différenciée, de gestion différenciée. Donc, je t'invite à te poser, on va voir beaucoup de choses. On va, on va voir les avantages que ça a. On va voir, je vais essayer aussi de faire pas mal de liens avec la permaculture, les principes de permaculture. Tu me diras si ça te plaît ou pas. Et voilà, on va voir comment aussi on détermine où est-ce qu'on réserve une tonte plutôt à la tondeuse et où est-ce qu'on va plutôt laisser la nature s'installer. Et voilà, je te donnerai des conseils pour comment bien tondre, je te donnerai des conseils pour quand est-ce qu'on va faucher pour les zones qu'on va laisser un peu plus sauvages. On va voir aussi la hauteur de coupe, on va parler un petit peu de matériel. Et voilà, un super programme, donc voilà, pose-toi tranquille, on va voir plein de choses, et c'est parti. Euh, voilà quoi, la tonte. En ce moment, là, là c'est le printemps, là on est au mois de mars quand je tourne cet épisode. Il y a beaucoup de choses qui sont en fleurs, il fait de plus en plus chaud. Et là, je vois au bord des routes, de plus en plus, je trouve que cette année, ils ont coupé très tôt du côté de là où je suis. Et ouais, ils ont coupé très très tôt, donc c'est vraiment dommage, on peut pas profiter de la nature, surtout, tu sais, les bords de route. Alors là, vraiment, ils ont vraiment coupé à ras, bien comme il faut. Donc voilà, ça me fait à chaque fois un peu... voilà, je suis un peu triste parce que je sais que c'est dommage, on vit des années de plus en plus chaudes et de plus en plus sèches, et on comprend pas que c'est en laissant pousser la nature, c'est en laissant la nature s'installer, etc., qu'on va pouvoir mieux retenir l'eau, qu'on va pouvoir préserver la biodiversité, et là, non, on continue, on continue. Donc j'espère qu'un jour on comprendra et on mettra en place plus de tontes différenciées, même dans les espaces publics, le long des routes, le long des départementales, en ville, à la campagne, de partout. Et voilà, j'espère vraiment qu'on va un jour se rendre compte de tout ça, de plus en plus, se baser sur comment préserver la biodiversité, plutôt que de comment rendre les choses plus pratiques. Bref, on va avancer un petit peu, sinon on va y passer des heures. Et on va parler un petit peu de voilà, qu'est-ce que c'est la gestion différenciée, qu'est-ce que c'est la tonte différenciée, on va voir les avantages. Et en fait, à la base, la gestion différenciée, ça vient notamment, justement, je parlais des routes, et souvent, on voyait dans les routes de campagne, on voit à certains endroits, et il y a des panneaux comme ça, oui, gestion différenciée des espaces, où ils vont simplement euh, ils vont, au lieu de couper tous les talus, ils vont couper là où il y a des virages pour qu'on ait quand même la vue sur la voie d'en face. Voilà, s'il n'y a pas un camion qui arrive. Et, euh, voilà, il y avait ça. Il y a aussi en ville, ça se voit un petit peu plus qu'avant. Voilà, de plus en plus, mais c'est quand même encore anecdotique. On voit dans les parcs publics où il y a certains endroits qui sont un petit peu plus sauvages. C'est pas que c'est pas qu'il y a un manque de personnel, même si c'est le cas dans certains, dans la fonction publique, mais vraiment il y a de la gestion différenciée. Et en fait, c'est le fait de faucher plus ou moins souvent certaines zones, certains espaces verts, pour justement favoriser, préserver la biodiversité, laisser pousser. Et voilà, donc ça nous oblige aussi à changer de regard, à voir, voilà, c'est pas des mauvaises herbes, c'est pas quelque chose qui est abandonné comme ça, qui est négligé. On est vraiment sur de la gestion différenciée pour préserver la biodiversité, et aussi euh, capter du CO2 de l'air, garder l'humidité, etc. On verra aussi tous les avantages que ça a de laisser pousser comme ça. Et voilà en gros ce que c'est dans ton jardin, comment ça va s'appliquer en fait. Si tu as un grand gazon comme ça, eh ben il y a certains endroits que tu vas pouvoir laisser pousser un petit peu plus sauvage au lieu de tondre tout le temps. Faut savoir que en général, par an, on tond entre 12 et 20 fois. Donc ça fait quand même pas mal de boulot, surtout que c'est tout concentré voilà, entre février, enfin les périodes où on tond le moins, ça va être janvier, février, mars, décembre, janvier, février à peu près quoi. Et donc ouais, il y a quand même une large, il y a quand même une large marge de manœuvre. Et voilà, après l'été on tond un petit peu moins, etc. Tout dépend du climat, de la météo.
Mais voilà, en gros, par an, on va tondre entre 12 et 20 fois. Alors que si on met en place une gestion différenciée, on va pouvoir sélectionner certaines zones et faucher, euh, voilà, peut-être 2 fois, voire 1 fois par an. Des fois un peu plus, ça dépend si tu as envie de tondre un petit peu plus, 3, 4 fois. Mais voilà, on peut aller sur... on peut même 1 fois par an, faucher 1 fois par an, voire 2, ça peut être intéressant. On verra quand est-ce que c'est les meilleures périodes pour faire ça. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va intervenir moins souvent. Mais par contre, c'est vrai que ça va être un petit peu plus de travail entre guillemets, parce que c'est pas non plus énormément plus de travail. Vraiment, quand on regarde au final à l'année le nombre d'heures que tu vas passer à faucher et ceux où tu vas passer à tondre, ça a rien à voir. Si voilà, tu fauches 1 ou 2 fois par an, ça va être un petit peu plus de travail, un petit peu plus de travail, mais c'est pas non plus des journées. Enfin, tout dépend de la taille que t'as, mais ça va pas être non plus trop chronophage. Et voilà, en plus, l'intérêt, alors je sais pas, peut-être que tu as une compagne, peut-être que tu as des voisins, peut-être que l'espace que tu veux, où tu veux mettre en place la gestion différenciée, c'est un espace qui est partagé. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire ça à plusieurs. C'est vrai que tondre, finalement, on peut tondre tout seul, quoi. C'est une activité qu'on peut faire tout seul. Enfin, qu'il n'y a pas besoin, il y a pas besoin d'être plusieurs, quoi. À part si tu veux tondre avec 2 tondeuses, par exemple. Mais voilà, en général, la tonde, ça se fait avec ta tondeuse, avec ton casque anti-bruit et tac, tu tonds. Alors que l'avantage avec le fauchage, c'est que tu peux faire, tu vois, tu vas devoir faucher et après, la plupart du temps, on va ramasser. On n'est pas obligé, mais on va ramasser. On va laisser sécher quelques jours. Tu peux laisser sécher 24 heures, par exemple. Et après récupérer les foins. Et ça, tu peux le faire à plusieurs. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être un moment comme ça où on va travailler tous ensemble. On peut avoir des faux, on peut avoir peut-être euh, un qui a la débroussailleuse, l'autre qui a la tondeuse pour passer derrière, etc. Mais voilà, ça peut être intéressant de se dire, ok, ça va être un petit peu plus long, mais on peut aussi le faire en groupe. Ça peut être une occasion de faire le fauchage de l'année avec tes voisins ou avec ton compagnon, ta compagne. Et voilà. Donc, l'autre avantage, c'est que c'est plus écologique finalement, vu qu'on va moins tondre. Ça va être aussi, enfin, plus économique, parce qu'on va moins tondre, on va moins avoir voilà, on va moins utiliser d'essence pour la tondeuse. On va moins, ça va moins nous prendre de temps et ça va moins nous prendre de temps et ça va être aussi plus écologique. On va laisser la nature tranquille et on va laisser la nature s'épanouir. Donc c'est intéressant aussi, ça retient mieux l'eau. Donc voilà, si tu as pas mal d'érosion sur ton terrain, par exemple des pentes où là il y a des écoulements de boue, bah voilà, le fait de mettre en place comme ça une gestion différenciée où on va faucher 1 à 2 fois par an, bah, ça peut être intéressant pour limiter l'érosion si tu as des endroits sur ton terrain où il y a beaucoup de coulées de boue. Donc pour ton design, ça peut être intéressant aussi. Après, ça va aussi te permettre de faire ressortir comme ça des plantes rares qu'on voit pas souvent et qui sont un peu qui disparaissent parce que tellement qu'on tombe, elles n'ont pas le temps de se développer. Donc ça peut être intéressant de faire ressortir comme ça des plantes rares et aussi si tu es dans une démarche où tu veux répertorier ce qu'il y a sur ton sol pour en apprendre un peu plus sur ton sol avec les plantes bioindicatrices par exemple. Les plantes elles nous donnent plein d'informations sur la nature du sol, la composition du sol, l'humidité, le taux de matière organique, etc. Et ça peut être intéressant si tu veux faire ce travail de répertorier qu'est-ce qu'il y a comme juste aussi avoir un nombre de différentes espèces sur ton terrain. Enfin voilà, si tu veux faire un exercice de repérage où tu vas noter le nom des espèces de plantes qui poussent sur ton terrain, et ben c'est aussi hyper intéressant de laisser comme ça un petit peu des zones un peu plus sauvages pour en apprendre un peu plus sur ton sol. Et du coup, tu vas pouvoir aussi apprendre des nouvelles plantes, c'est super. Et voilà, c'est aussi un autre avantage, c'est que c'est un habitat pour la faune. Donc ça va être un habitat pour les insectes. Les insectes, ils vont attirer des oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi bénéfique pour ton jardin, pour ton potager. Ça peut attirer aussi les chauves-souris. Les insectes, ils mangent aussi pas les insectes, les chauves-souris, elles mangent aussi donc des insectes et
aussi les moustiques. Alors ça peut être intéressant d'avoir des chauves-souris parce qu'on aura moins de moustiques, etc., etc. Tout ça, voilà, ça va former un équilibre naturel qui va ne pas laisser la place aux ravageurs. Parce que voilà, les ravageurs, ils aiment bien quand y a un grand vide avec de la monoculture. Ils aiment bien, ils arrivent à un endroit, ils voient qu'il y a plein de tomates par exemple, et ben ils se reproduisent, parce qu'ils ont la place, ils ont de quoi manger, donc ils se reproduisent, et ça devient vraiment problématique. Donc voilà, si tu laisses s'installer la biodiversité, si tu enrichis ton paysage comme ça, ton jardin, et ben tu vas naturellement ne pas laisser la place aux ravageurs pour qu'ils s'installent et pour qu'ils prospèrent. Pour qu'ils prospèrent. Donc voilà, et puis ça va aussi, si par exemple tu as beaucoup d'arbres fruitiers, ben ça va attirer aussi beaucoup de butineurs, et qui dit butineur dit plus de fruits parce qu'ils vont polliniser plus tes fruitiers. Et voilà. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Il y a aussi des inconvénients. Si par exemple tu as des voisins qui sont un petit peu sensibles à la paille, à la permaculture, aux fouillis dans le jardin, euh, ça peut être un petit peu problématique. Mais voilà, dans ce cas-là, je peux t'inviter, pourquoi pas, à mettre des panneaux de signalisation ou des trucs pour voilà, pour informer les gens que c'est pas toi qui néglige l'espace, mais vraiment on est là pour tu peux marquer par exemple, je sais pas, ici on préserve la biodiversité avec un fauchage raisonné, ou tu peux aussi déclarer ton jardin refuge LPO, et ils t'offriront aussi des panneaux comme quoi voilà, ici refuge LPO, on préserve la biodiversité, etc., etc. Donc voilà, des fois informer, ça permet aussi de calmer un petit peu les personnes qui supportent pas trop les mauvaises herbes. Donc voilà, comme je t'avais dit, on va faire aussi pas mal je vais faire pas mal je vais faire résonner un petit peu la permaculture dans tout ce que dans ce podcast, et en gros, juste de faire de la gestion différenciée, ça résonne avec le principe de permaculture numéro 11 de David Holmgren, qui dit utiliser les interfaces et valoriser les bordures. Donc voilà, en faisant comme ça différentes mosaïques dans ton jardin, où tu vas avoir des endroits où ça sera un petit peu plus tondu, des endroits où ça sera un peu plus sauvage, plus le potager, tu vois, tu rajoutes des milieux, des niches écologiques, et du coup tu rajoutes encore des bordures, des interfaces où voilà, dans les endroits où tu vas laisser la nature s'installer, où tu vas laisser les plantes pousser, il va y avoir une nouvelle biodiversité qui va s'installer, et elle va pouvoir se mélanger avec le reste de la biodiversité de ton jardin, et dans les limites, dans les frontières entre chaque milieu, c'est ce qu'on appelle les interfaces, les bordures, là il va y avoir encore une profusion de vie, et du coup voilà, ça résonne pas mal avec ce principe numéro 11. Ça résonne aussi avec les éthiques de permaculture qui sont prendre soin de l'humain et prendre soin de la terre. En faisant de la tonte différenciée, tu vas prendre soin de la terre en laissant la nature prospérer au lieu de tout couper, tout tondre, tout arracher. Et tu vas aussi prendre soin de l'humain parce que ça va créer un environnement qui est agréable, qui est plus joli, qui est moins uniforme. Et aussi, tu vas moins être contraint à tondre régulièrement. Voilà, comme je disais, je vais pas tondre 12 à 20 fois par an, mais tu vas peut-être continuer un petit peu à tondre régulièrement, mais ce sera beaucoup moins de travail, et voilà, donc ça résonne bien avec l'éthique de la permaculture, et ça nous invite aussi au principe numéro 1 qui est observer et interagir, parce qu'il va falloir observer, déterminer là où est-ce que tu vas, on va y venir à tout ça, il va falloir que tu détermines là où est-ce que tu vas observer, tu vas devoir aussi tirer des conclusions, peut-être que la première année tu vas essayer de sélectionner quelques zones, et puis tu vas te rendre compte que tu peux soit agrandir ou au contraire rapetissir certaines zones, peut-être en découvrant des plantes qui sont, voilà, il y a certains endroits, il y aura peut-être des plantes qui sont un peu trop hautes ou un petit peu moins jolies, et tu diras, l'année prochaine, j'ai peut-être pas forcément envie de laisser ces plantes, donc tu les couperas peut-être un peu plus souvent, tu feras peut-être 2, 3 fauchages dans l'année. Donc voilà, ça va t'inviter aussi à faire de l'observation, à interagir, et aussi ça va avec le principe numéro 2 qui est de récolter et stocker l'énergie.
voilà, les plantes, plus tu les laisses pousser, plus elles vont pouvoir récolter l'énergie du soleil, récolter l'eau qui traverse ton terrain, récolter comme ça toutes les énergies, la biodiversité et la stocker. Et du coup, c'est une bonne résonance avec le principe numéro 2. Et voilà. Alors, on va passer à la suite, comment déterminer les espaces de tonte raisonnés. Comment déterminer? Tout simplement, t'as 2 espaces tu vas avoir dans ton jardin où tu vas avoir finalement un espace où tu vas tondre régulièrement. Alors des zones comme ça où tu vas tondre régulièrement, tu vas continuer à tondre peut-être même un peu moins, on va voir pourquoi. Et tu vas aussi donc avoir un deuxième type d'espace où là tu vas faucher. Donc comment on va déterminer ces deux espaces? Donc déjà je t'invite à plutôt de te demander comment déterminer les zones où je vais laisser pousser laisser les plantes se développer. Demande-toi déjà d'abord où est-ce que tu vas continuer à tondre. Ça peut être intéressant parce que ça part de là en fait. Comme j'en parle souvent, c'est les lignes de désir. Donc les lignes de désir, en gros, c'est les chemins que tu vas emprunter. Sans même t'en rendre compte, tu empruntes toujours les mêmes chemins dans ton jardin pour te rendre, par exemple, au potager, pour te rendre au composteur, pour te rendre à certains endroits que tu aimes bien. Et naturellement, comme ça, tu traces des chemins et tu peux les déceler, tu peux les voir. C'est là où l'herbe elle pousse un petit peu moins. Et donc ces chemins déjà, c'est là où tu vas continuer à tondre naturellement. Donc cela, tu vas les garder en tonte. Et ce que tu peux faire aussi, c'est euh, en périphérie de ces chemins, tu peux dire voilà, peut-être que je vais tondre le chemin en général et autour, je vais au lieu de tondre à chaque fois, peut-être une fois sur deux, je vais tondre plutôt une fois sur deux, tu vois, au lieu de se dire à chaque fois, en gros, tu as ton chemin et sur la droite et la gauche du chemin, tu vas laisser peut-être 1 mètre en plus où là, tu vas peut-être tondre une fois sur deux de temps en temps et après le reste, ça sera plutôt le fauchage annuel. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, mais voilà, ça peut être intéressant parce que si tu laisses par exemple, si tu veux laisser une zone sauvage et que juste à la limite de la zone sauvage, tu tonds régulièrement, en fait, ça va faire un gros différentiel. Et s'il y a beaucoup de vent, ça peut coucher les herbes sur ton chemin et du coup, ça fait pas très joli. Donc, le fait d'avoir comme ça un petit peu un dégradé, ça peut aussi permettre aux plantes de se tenir. Donc, ça peut être intéressant de penser à ça. Et voilà, où est-ce que tu peux aussi encore continuer à tondre. Il y a aussi, tu peux aussi t'inspirer, tu sais, j'avais fait un podcast qui s'appelle Intègre le chant des sirènes à ton jardin d'Éden, là où je parlais de comment rendre son jardin magnétique, comment donner envie d'aller se balader dans son jardin en faisant des chemins comme ça, en S, avec des virages, avec le bruit de l'eau, avec voilà, je t'invite à aller écouter cet épisode qui est super intéressant et ça peut aussi t'aider justement à déterminer comment est-ce que je vais créer ces chemins comme ça dans mon jardin pour le rendre aussi un petit peu magnétique et m'inciter un petit peu à aller à des endroits où je vais pas souvent. Ça peut être intéressant de tracer un chemin. Si par exemple au fond de ton jardin, tu as découvert que tu as de l'ail des ours, pourquoi pas essayer de créer un petit chemin comme ça qui naturellement va te faire passer devant cet endroit, va te faire ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a là-bas il y a un petit point sympa, tu vois. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir. Je te laisse réfléchir à tout ça. Et voilà, après tu peux aussi regarder du côté, est-ce qu'il y a des endroits où t'aimes bien aller faire un petit pique-nique dans ton jardin, ou aller jouer, voilà, est-ce qu'il y a des endroits où tu es assez régulièrement, ou pour faire la sieste, je sais pas. Ça peut être aussi, donc c'est les endroits où tu vas attendre plus régulièrement, et voilà, les chemins aussi doivent te mener à ces endroits. Il y a aussi des endroits que t'aimes bien parce que il y a une jolie vue, parce que t'es un petit peu dans ton intimité, tu vois, t'as pas de vis-à-vis, voilà. Ça peut être comme ça, des endroits comme ça. Les herbes, par exemple, si tu as des orties, j'en parlais tout à l'heure, si tu as des plantes qui sont assez hautes ou des orties, ça peut être intéressant de se dire, là, je vais plutôt, j'ai pas trop envie de laisser pousser parce que c'est pas des plantes que j'aime trop, même si l'ortie, elle est très bien. À ce moment-là, si tu as de l'ortie, je t'invite à la garder et la laisser jusqu'au mois de juin. Et comme ça, tu vas pouvoir t'en servir pour faire du purin ou des fois juste en paillage
au potager, c'est hyper intéressant de mettre de l'ortie. Si t'as pas envie de faire de purin, tu peux juste la couper en mai. Et quand tu plantes en mai, bah, tu fais des paillages d'ortie et c'est hyper intéressant. Comme ça, soit en paillage, soit sous ton paillage, encore mieux. Et voilà, ça va libérer de l'azote dans ton sol. Et du coup, bah voilà, tu fauches tout au mois de juin. Et après, tu peux pourquoi pas laisser jusqu'à juin de l'année prochaine ou retondre en fin d'année ou au contraire te dire bah voilà, maintenant je tonds régulièrement jusqu'en mars par exemple. Après, enfin jusqu'à la fin de l'année et puis l'année prochaine, je laisse l'ortie de janvier à juin et voilà. Donc pareil, si tu as des endroits où il y a des plantes comme ça un petit peu trop hautes, ça peut être intéressant de se dire bah ici, j'ai juste pas envie que de laisser pousser. Donc à toi de voir. Et aussi une autre chose, toujours en lien avec le design en permaculture, si tu as des zones qui sont très venteuses, où il y a beaucoup de vent, ça peut être intéressant de se dire bah ces zones, vaut mieux les laisser en tonte, parce que s'il y a beaucoup de vent, bah, ça va coucher tes herbes. Ça peut aussi voilà pas être très agréable, mais ça tu verras au fur et à mesure des années. J'ai pas envie de te mettre trop d'informations en tête. Mais voilà, des petites pistes comme ça à observer et voir si ça peut t'aider à prendre quelques raccourcis. Mais voilà, commence déjà petit, fais des petits chemins, des choses comme ça, et garde-toi des espaces pour faire la sieste, jouer, etc. Et ça déjà, c'est une bonne, un bon début. Voilà. Et maintenant, on va parler du fauchage. Où est-ce que, maintenant que tu as tracé quelques chemins, tu as déterminé quelques zones où t'as pas trop envie de laisser pousser, maintenant on va voir quelles sont les priorités entre guillemets. Ouais, j'ai un frelon asiatique là qui me tourne autour. Il va partir, c'est bon. On va fermer la fenêtre parce qu'il a envie de venir me voir. Bref, donc où est-ce qu'on va faucher maintenant? Alors, si tu as fait ton design en permaculture, déjà la zone 4, tu peux avoir beaucoup d'endroits où tu peux laisser le gazon pousser, ça posera pas de problème. La zone 5, la zone la plus sauvage, la plus éloignée de ta maison normalement, c'est pas toujours le cas, mais en général c'est la zone la plus éloignée de ta zone 0. Et ben dans cette zone-là, pareil, normalement t'as rien à toucher, donc tu laisses pousser. Voilà. D'autres zones où tu peux aussi dire je vais laisser pousser, ça va être les zones où tu as du mal à aller avec la tondeuse. Tu vois, ça va être des pentes ou des endroits où il y a, je sais pas, peut-être voilà, des choses où c'est compliqué d'aller avec la tondeuse, des endroits où c'est compliqué d'avoir accès avec la tondeuse. Bah là, tu peux te dire, bah voilà, je laisse et je viendrai une, deux fois par an. Voilà. Aussi, une autre astuce, c'est si tu as des ruches, tu sais, pour justement le frelon asiatique qui vient manger, j'en parlais à l'instant, qui vient manger tes abeilles domestiques. Ce que tu peux faire, c'est, il y a une astuce comme ça, c'est de laisser pousser la faune comme ça, laisser pousser à l'entrée de la ruche, laisser pousser les hautes herbes, et du coup ça empêche le frelon asiatique, parce qu'en fait lui il se met devant la ruche comme ça, et il attend que les abeilles sortent ou rentrent, et en fait il les chope comme ça à la volée, quoi. Donc si toi tu laisses beaucoup d'herbes comme ça à l'entrée, à la sortie des ruches, les abeilles elles peuvent se faufiler, mais le frelon asiatique, vu qu'il est un peu plus gros, il pourra pas forcément il pourra pas comme ça stationner et te piquer tes abeilles. Donc ça peut être intéressant de laisser autour des ruches de la faune sauvage. Après, il faut que tu aies aussi accès à tes ruches pour récolter. Mais voilà, ça peut être un endroit intéressant. Il y a aussi autour des mares et autour des zones qui sont plus humides, voilà, où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc ne pas couper, c'est laisser faire une grosse... Vraiment, les mares, c'est une réserve de biodiversité dans ton jardin. Donc si tu peux, en plus d'avoir la mare, laisser les herbes sauvages se développer, bah alors là, tu as tout gagné. Donc tu vas vraiment avoir une belle réserve de biodiversité. Et en plus, l'avantage, c'est que si tu as une mare, je t'invite vraiment à laisser vraiment toute la périphérie de la mare, les herbes hautes, parce que les libellules, elles ont besoin de ces herbes hautes justement pour se reproduire. Donc vraiment, c'est hyper intéressant de laisser la biodiversité s'installer autour des mares. Tu peux aussi la laisser s'installer autour des arbres. Donc tu fais un petit carré autour des arbres, ça dérange personne. Ou en plus, ça t'évite d'aller à chaque fois
pour passer la débroussailleuse au pied des arbres et abîmer l'arbre, etc. Donc au moins là, tu laisses la biodiversité, tu laisses les herbes comme ça autour des arbres, ils vont préserver l'humidité, ils vont attirer les butineurs et voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Tu peux aussi faire pareil au pied des haies. Voilà, pareil, par rapport aux ruches, tu as aussi les abris à insectes. Je vais pas revenir sur le débat hôtel ou abri à insectes, mais voilà, moi je préfère les abris à insectes. Ça peut être un tas de bois, un tas de pierres. Bah, autour, tu peux laisser un petit peu de biodiversité, comme ça peut aussi attirer la, la faune sauvage. Elle se dit, bah voilà, là-bas, ici, il y a pas mal de fleurs, il y a pas mal d'herbes. Ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Et hop, elle trouve quoi? Un joli tas de pierres pour s'installer, un joli tas de bois mort et bien humide. Donc voilà, tu peux aussi, autour des abris à insectes, comme ça, si tu sélectionnes un petit peu, si tu as des zones où tu as un petit peu installé des niches écologiques, bah, pourquoi pas laisser pousser. Et puis voilà, aussi tu peux bah, tout simplement, si tu as bah, aux limites de ton terrain, donc voilà, si t'as pas forcément de haies ou quoi, ou voilà, au pied des barrières, tout autour de ton terrain, ça peut être intéressant finalement de pas aller tondre, c'est pas des endroits où tu vas aller te rendre toi naturellement. Donc ça peut être aussi intéressant de laisser pousser comme ça. Et voilà, donc j'ai aussi deux conseils pour les zones à tondre. Donc ce que tu peux faire, c'est augmenter la hauteur de coupe de quelques centimètres sur les zones que tu vas tondre. Parce que vu que tu vas un peu resserrer comme ça les possibilités d'aller marcher dans ton jardin, enfin l'espace sur lequel tu vas piétiner, eh ben ça veut dire que tu vas plus piétiner. Voilà, le piétinement humain va être plus concentré sur des zones et du coup c'est mieux de laisser pousser un petit peu plus. Donc si tu peux augmenter la hauteur de coupe de quelques centimètres sur tes zones où tu tonds, ça sera intéressant parce que ça va pas pousser plus vite. Au contraire, donc hésite pas parce que si après c'est trop court, on le voit souvent, et bah, au bout d'un moment, bah, le gazon il pousse plus, ça devient de la terre, après de la boue et c'est pas top. Donc hésite pas à augmenter les hauteurs de coupe, c'est bon aussi pour la biodiversité, pour retenir l'eau. Et voilà aussi ce que tu peux faire, c'est réduire la vitesse d'avancement de ta tondeuse. Tu sais, tu peux aller plus ou moins vite, donc la mettre tout doucement. Et au lieu de commencer, ça c'est souvent un conseil qu'on entend, tu sais, quand tu fais de la tonde différenciée, ce qui est bien en fait, c'est de commencer à tondre par le centre de ton jardin. Pourquoi? Donc en gros, le but c'est d'aller avec ta tondeuse au centre du jardin et de commencer à tondre et aller de plus en plus à l'extérieur du jardin, comme un escargot, comme ça. Tu vois, tu commences là et puis tu peux tondre en rond ou en ce que tu veux, en carré, n'importe comment. Mais le but c'est commencer au milieu et d'aller de plus en plus vers l'extérieur, parce qu'au moins tu éloignes la biodiversité, parce que dans ton gazon il y a plein de voilà d'insectes, de vie. Et si tu commences à quadriller comme ça, si tu commences à tondre en quadrillant ton terrain, imaginons que tu pars sur les périphéries et tu fais des carrés comme ça et tu te resserres comme ça jusqu'au milieu, bah en fait, là, tu vas emprisonner tous les insectes, ils vont entendre la tondeuse et ils vont s'échapper, puis ils vont aller au milieu du jardin de plus en plus. Et toi, en fait, tu t'approches de plus en plus du centre du jardin et du coup, quand tu arrives au centre, eh ben, tu bouffes dans ta tondeuse tous les insectes. Alors si tu fais l'inverse, ils vont avoir peur et du coup ils vont s'écarter, ils vont s'éloigner et sortir de ton terrain ou quoi. Ou trouver justement les zones où tu laisses plus sauvages, ils vont aller se réfugier dans ces zones. Donc voilà, essaie de penser à comment ne pas emprisonner les insectes dans mon parcours de tonte. Ça peut être intéressant, très intéressant de penser comme ça. Et puis voilà. Maintenant, quand est-ce que tu vas faucher? Alors ça, c'est la grande question. Il n'y a pas de réponse universelle. Moi, je vais t'en donner une, mais ça sera aussi en fonction du nombre de tontes que tu veux faire et tout. Mais pour moi, je vais te donner les meilleures périodes. Pour moi, tu peux le faire, donc comme je disais, une fois par an. Si tu veux le faire une fois par an, je te conseille de le faire plutôt au mois d'octobre. Juste à la fin du mois en fait, c'est octobre, novembre, tu vois, pour laisser un peu le temps à la biodiversité
passer en hibernation. Donc voilà, octobre par là, c'est pas mal. Comme ça, une fois que tu as tondu, bah, il y a encore un petit peu de semaines, de mois, jusqu'à fin décembre pour que la biodiversité puisse encore s'installer, nicher quoi. Et donc voilà, si tu veux le faire 2 fois par an, là je t'invite plutôt donc à le faire à la fin de l'été, enfin oui au mois d'août, septembre, c'est une période de l'année où il a fait chaud, sec, où la biodiversité elle est un peu au repos, même ton gazon il a séché, les plantes que tu as laissées pousser depuis le printemps, elles ont fait leur cycle, elles sont à la fin de leur cycle, et c'est le bon moment, tu vois, août-septembre pour mettre un petit coup de faux, premier coup de débroussailleuse, enlever tout ça, et la nature, elle peut continuer comme ça, elle va repousser en septembre, octobre, novembre, décembre, et la biodiversité, là, vraiment, elle aura tout le champ devant elle pour se réveiller de nouveau, pour faire des réserves pour l'hiver, et pour aller tout doucement trouver des abris pour passer l'hiver et ressortir au printemps. Donc voilà, si tu veux le faire 2 fois par an, vraiment, fais une première fois en août-septembre et si tu veux, et la deuxième fois, là tu le feras plus en janvier-février quand la biodiversité aura, quand la faune sauvage aura niché, elle sera vraiment au repos en janvier-février là où il fait très froid. Bah, là tu remets un petit coup et après tu touches plus jusqu'à août-septembre de l'année prochaine. Et comme ça tu peux avoir un cycle. Après c'est voilà, tu t'adapteras au fur et à mesure des années, tu t'adapteras, peut-être que tu le feras plus souvent, peut-être moins, peut-être que tu élargiras tes zones ou pas. Ça, je te laisserai voir. Et donc voilà. C'est voilà, ça dépend. Après, tu peux aussi mettre en place un petit plan de gestion, tu vois, un tableau où tu peux prendre le plan de ton jardin et faire des couleurs, etc. pour avoir. Voilà, après, tu peux si tu veux, je peux peut-être t'aider là-dessus à faire des choses. Donc, n'hésite pas à contacter des professionnels qui ont l'habitude de faire ça et ça va le faire. Bref, pour la hauteur de coupe. Alors, la hauteur de coupe, euh, en gros, quand tu vas faucher donc une fois ou 2 par an, tu peux faire à la faux ou à la débroussailleuse. Mais voilà, combien est-ce que tu le fais plutôt à ras ou est-ce que tu laisses encore un petit peu de d'herbe? En gros, c'est soit tu tombes vraiment en dessous de 7-10 cm, ou là, si tu fais comme ça, en fait, ça va favoriser la biodiversité. Enfin, non, au contraire, si tu fais au-dessus de 7-10 cm, ça va favoriser la biodiversité, ça va limiter l'érosion. Donc ça peut être intéressant l'érosion. C'est le ruissellement de la boue, tout ça, quoi. Ça peut être dans les talus. Si tu as des talus, ça peut être intéressant de, quand tu fauches, bah, pas trop faucher à ras, de laisser quand même 7-10 cm de tiges d'herbes coupées. Et voilà, après, c'est quand même à surveiller parce que si avec le temps, bah, il peut y avoir la ronce qui s'installe, donc ça, pareil, c'est à surveiller. La ronce, ça peut être un petit peu chiant quand elle s'installe. Parce qu'il faut vraiment après, il faut aller à la bêche pour la déterrer, enlever les racines, sinon elle se disperse trop rapidement. Mais voilà. Si tu veux par contre privilégier alors, le fleurissement, sache que si tu tombes déjà au-dessus de 7-10 cm, bah là, tu vas favoriser la biodiversité, donc tu vas laisser de la place, tu vas moins tu vas pas arriver et tout couper, tous les insectes vont être démolis, tu vois, tu vas être doux et les insectes ils vont pouvoir aller se mettre contre la terre et nicher pendant que tu tombes et après ils vont pouvoir refaire leur vie. Donc ça peut être intéressant pour ça, mais si tu décides de plutôt favoriser le fleurissement, parce qu'en fait plus tu vas tondre à ras, plus en fait rapidement après tu vas avoir des plantes qui vont repousser, des fleurs, et il y a aussi les plantes annuelles qui vont pouvoir se réinstaller. Donc voilà, c'est à toi de voir, est-ce que tu tombes plutôt à ras ou plutôt un peu plus léger. Bah après voilà, je te laisse voir, je te laisse faire tes tests, mais je voulais quand même te donner ces deux nuances. Et voilà, après comment est-ce que tu vas faire cette coupe. Donc je parle depuis tout à l'heure là, de la faux ou de la débroussailleuse.
Et voilà, la fosse, tu connais pas, je pense que tu connais, hein, la fosse, c'est un grand manche avec une espèce de grande serpe, et avec ça, tu fais des mouvements circulaires pour couper l'herbe et avancer comme ça. Non. L'avantage, c'est que c'est un outil qui fait pas de bruit, qui ne demande pas d'essence. C'est vraiment, là, ça résonne avec le principe de permaculture qui est utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables, où déjà c'est assez facile de, quoique c'est peut-être de plus en plus difficile, mais voilà, tu peux trouver dans le grenier d'un ami, sur le bon coin ou quoi, tu peux facilement retrouver des faux et l'utiliser sur ton terrain. C'est plutôt simple. Moi j'en ai une, hein, je m'en suis déjà servi. Après, si t'as un terrain avec beaucoup de bordures, avec beaucoup qui est pas très grand, ça peut être compliqué parce que c'est bien pour les grands espaces la faux, mais les petits espaces confinés c'est un peu plus compliqué, donc à voir par rapport à ce que t'as. Et par contre voilà, c'est un outil qui est là vraiment on est sur de la durabilité maximum. Voilà, de temps en temps un petit coup de pierre et pour aiguiser la lame et ça repart et voilà donc voilà, c'est silencieux en plus, il n'y a pas besoin de, pas comme la débroussailleuse. Ça préserve un petit peu mieux la faune, parce que ça déchiquete pas, ça coupe. Par contre, voilà, ça demande un petit apprentissage, et un petit temps d'apprentissage, mais c'est pas si compliqué que ça. Et voilà, dans les espaces confinés, c'est un peu plus délicat, et voilà, tu peux être un petit peu moins précis. Alors que la débroussailleuse, ça va vraiment être très précis, mais le désavantage, c'est que ça va tout broyer, ça va prendre de l'essence, si c'est une machine, il faut la réparer, enfin, etc., etc. Donc c'est un peu beaucoup moins durable qu'une faux. Mais voilà, après, il faut savoir que la débroussailleuse et la faux, la débroussailleuse n'est pas plus rapide. Enfin, passer la débroussailleuse, c'est pas plus rapide que passer la faux. Il y a des concours et tout de gars là qui sont chronométrés. Il y en a un qui est avec une débroussailleuse et l'autre avec une faux. Et ils ont le même espace à tailler et ils mettent autant de temps que voilà, la faux c'est aussi rapide. C'est juste que ça fait transpirer un petit peu plus et voilà, il y a une petite technique mais c'est pas si difficile que ça. Et voilà, la débroussailleuse c'est moins écologique hein, et voilà. Bref, voilà, je pense que je t'ai tout dit. J'ai beaucoup d'informations, j'ai essayé d'être clair, concis. J'ai quand même un dernier petit conseil, c'est de ne pas marcher sur les zones destinées à la fauche. Donc si tu te dis bah voilà cette zone, eh ben je vais plus tondre et je vais faucher une fois ou deux par an, eh ben ne marche plus sur cette zone parce que ça va coucher les herbes, ça va faire pas beau. Et puis voilà, le but c'est vraiment de ne plus rien toucher, de laisser sauvage et voilà. J'espère que je t'ai bien éclairci. J'espère que je t'ai bien éclairci sur le sujet. La gestion comme ça, la tonte différenciée, c'est une pratique qui est encore trop peu répandue. Mais vraiment, c'est hyper puissant. Ça préserve l'humidité, ça retient l'eau, ça favorise la biodiversité, ça remet du carbone dans le sol, ça capte le CO2, ça préserve les plantes rares, etc., etc. C'est durable, c'est écologique. Donc vraiment, il y a tellement d'avantages que je comprends pas pourquoi il y a pas plus en plus de gens qui font ça dans leur terrain et qui continuent à faire des gazons tondus à ras et qui sont cramés en juillet, quoi. Je comprends pas. Donc, en plus, ça, c'est vraiment un avantage. Enfin, tu passes moins de temps à tondre, parce que ça demande quand même du temps, quoi. Si tu veux tondre, voilà, 12 ou 20 fois par an, puis en pleine période, ça peut être chaque semaine que tu tonds, quoi. Et c'est du temps que tu passes pas à profiter de ton jardin, à faire du potager, à observer, à réfléchir au design de ton jardin, ou je sais pas, à écouter des podcasts au calme posés dans ton jardin comme celui-ci. Voilà, c'est tout, c'est que bénéfice pour la biodiversité, pour la terre. C'est que du bénéfice écologique et aussi pour l'humain, voilà, qui est plus cool. Il y a des espaces qui sont plus jolis, plus agréables et, euh, et plus riches en biodiversité autour de lui. Et en plus, il se casse moins la tête, donc je comprends pas pourquoi c'est beaucoup pas plus répandu que ça. Et je sais pas, je te laisse imaginer. Imagine toutes les personnes qui ont un bout de terre comme ça, qui ont un bout de gazon,
à tondre, et si toutes les personnes sur Terre ou qui avaient un morceau de gazon dans leur jardin et qui commençaient à pratiquer la tonte différenciée, la tonte différenciée, ne serait-ce que sur 10 mètres carrés de leur terrain, je te laisse faire le calcul, l'impact écologique que ça aurait. Donc vraiment, je t'invite à partager le message, à inciter, je sais pas, tes voisins, tes amis, ta famille à faire de la tonte différenciée. C'est vraiment hyper intéressant. Même si par exemple tu as un verger, si souvent voilà euh, chez les gens ils ont un verger, et en fait c'est des espaces où ils vont un petit peu moins souvent. Il y a des arbres fruitiers, des choses comme ça, et pourquoi pas commencer à faire des petits chemins comme ça, juste pour aller récolter les au pied des arbres, mais laisser des zones comme ça où on va juste faucher, débroussailler une fois, 2 fois par an. Donc tout simplement en fait, donc je t'invite à passer le message à ton voisin. Et puis si tu as d'autres questions, peut-être que j'ai pas été clair sur certaines choses, j'ai oublié des choses, n'hésite pas aussi à poser des questions en commentaire ou à me contacter sur mon site lepotagerminimaliste.fr. Laisse aussi un petit commentaire, un petit pouce pour m'aider à faire connaître le podcast. C'est pas voilà, il y a rien qui le podcast, il est pas mis en avant sur YouTube de partout, donc le seul moyen de faire connaître c'est le bouche à oreille. Donc je te laisse en parler aussi, à passer le message à ton voisin encore une fois. Et sur ce, je te souhaite une magnifique journée et on se revoit dans le prochain épisode.